Bienvenue dans la suite de notre reportage sur la guerre Israël-Iran. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez comment tout a commencé. Mais ce que vous allez découvrir maintenant, c'est ce que personne n'avait vraiment anticipé. Une guerre qui échappe au contrôle des États, où chaque minute compte, et où les diplomates courent après des missiles déjà tirés. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que cette guerre révèle dépasse largement les frontières du Moyen-Orient. Dès le 3e jour du conflit, un autre front s'ouvre. Ce n'est plus celui des missiles, mais des téléphones rouges, des sommets d'urgence et des déclarations calibrées au millimètre. Washington, Moscou, Pékin, Paris, Ankara, Doha. Tous se lancent dans une course contre la montre. La peur est simple, brutale. Que cette guerre éclair se transforme en brasier régional incontrôlable. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Les États-Unis demandent la retenue des deux parties, mais refusent de condamner les frappes israéliennes. La Chine appelle au cessez-le-feu immédiat. La Russie parle d'une provocation grave et désigne Israël comme responsable de l'escalade. L'Algérie, de son côté, dénonce l'agression israélienne contre la souveraineté iranienne, et réaffirme son soutien au droit des peuples à se défendre. Mais pendant que les diplomates s'agitent, les bombes tombent encore. L'Arabie saoudite, pourtant en rapprochement discret avec Israël ces derniers mois, adopte une position prudente. Elle redoute une déstabilisation régionale à ses portes, notamment au Yémen, où les Houthis, alliés de Téhéran, commencent à menacer les pétroliers dans la mer Rouge. La Turquie, elle, hausse le ton. Ankara convoque l'ambassadeur israélien et accuse l'État hébreu de mettre en péril la sécurité collective de la région. Erdogan appelle à une réponse ferme et coordonnée du monde musulman. Derrière les mots, une stratégie, reprendre l'initiative diplomatique et réaffirmer son poids au Moyen-Orient. Pendant ce temps, les canaux secrets se réactivent. Des messages sont échangés entre les services de renseignement. Des émissaires passent discrètement par Oman, par le Qatar, par la Suisse. Mais le dialogue est tendu. Israël exige que l'Iran cesse immédiatement toute attaque de drones. Téhéran exige des excuses officielles pour les frappes sur ses centres nucléaires. Aucun des deux ne plie. La pression monte. Les capitales occidentales s'inquiètent d'un débordement vers le Liban, la Syrie ou même l'Irak. Car le Hezbollah, allié de l'Iran, multiplie les menaces. À la frontière nord d'Israël, l'armée se déploie. Des milliers de réservistes sont rappelés. Les avions tournent sans relâche. L'état d'alerte est maximal. À Paris, Emmanuel Macron appelle à la désescalade et au retour à la diplomatie. Mais sa voix peine à porter. La France apparaît marginale, contournée par les grandes manœuvres de Washington, de Doha ou d'Ankara. Même Joe Biden, pourtant proche d'Israël, commence à s'inquiéter publiquement. Il déclare: nous soutenons le droit d'Israël à se défendre, mais nous devons tout faire pour éviter un embrasement régional. Dans les coulisses, les pressions montent sur Tel Aviv, ne pas aller trop loin, ne pas franchir la ligne rouge qui pousserait l'Iran à engager l'ensemble de ses alliés. Mais une chose devient claire. Ce conflit n'est plus un simple échange de frappes. Il a réveillé toutes les fractures du Moyen-Orient. Et surtout, il expose la limite des grandes puissances à contenir des logiques de guerre devenues autonomes, rapides, explosives. La désescalade semble lointaine, et une question commence à circuler dans les cercles diplomatiques. Israël peut-il sortir vainqueur d'un conflit qu'il a déclenché, mais dont il ne maîtrise déjà plus les paramètres? À partir du 6e jour, la guerre prend une autre dimension. Ce n'est plus un face-à-face Israël-Iran. C'est une propagation, un effet domino. Les premiers signaux sont apparus au nord d'Israël, à la frontière libanaise. Mais ce qui se joue, ce n'est pas une surprise. C'est un scénario longtemps redouté. Dans la nuit du 18 juin, plusieurs dizaines de roquettes sont tirées depuis le sud du Liban. Cible: des bases militaires israéliennes à Kiryat Shmona, Saif et Metula. Le Hezbollah revendique l'opération, pas sous son nom officiel, mais via l'un de ses groupes affiliés. Une manière de brouiller les pistes tout en envoyant un message clair: le Liban n'est plus neutre. En réponse, Israël bombarde des positions supposées du Hezbollah dans la Bekaa et près de la frontière syrienne. L'aviation tourne en boucle au-dessus de la Galilée. L'armée israélienne annonce qu'elle se prépare à plusieurs scénarios sur le front nord, y compris une offensive terrestre. C'est une déclaration lourde de sens. Mais le front ne s'ouvre pas seulement au nord. À l'est, en Irak, plusieurs attaques visent des bases américaines. Des drones explosent sur l'aéroport d'Erbil. Des milices chiites irakiennes, proches de Téhéran, affirment agir, en solidarité avec la nation iranienne face à l'agression sioniste. Et à l'ouest, les Houthis au Yémen revendiquent des tirs de missiles vers Haïla, dans le sud d'Israël.
L'un d'eux est intercepté au-dessus de la mer Rouge par une frégate américaine. Une autre salve vise des navires israéliens dans le golfe d'Éden. Ce que les analystes appellent l'axe de la résistance, cet ensemble d'acteurs militaires et politiques liés à l'Iran, se met en mouvement. Ce n'est pas une coordination officielle, mais c'est un signal politique. Téhéran n'est pas seul, et il le fait savoir sans apparaître directement derrière chaque attaque. Dans les chancelleries occidentales, l'alarme monte d'un cran. Ce qui devait rester une guerre bilatérale devient un test grandeur nature pour l'équilibre de la région. Les services de renseignement s'inquiètent, certains groupes agissent de façon autonome, hors de tout contrôle, et pourraient pousser Israël à répliquer massivement. À Jérusalem, le cabinet de guerre israélien débat ouvertement d'une riposte contre le Liban. Le nom du Hezbollah est sur toutes les lèvres. Pourtant, Hassan Nasrallah reste silencieux. Pas un discours, pas une image, et ce silence inquiète encore plus. Il est rare, stratégique, et souvent annonciateur. En parallèle, l'opinion publique arabe observe. À Amman, au Caire, à Alger, à Rabat, les réseaux s'enflamment. Pour beaucoup, ce conflit ranime les anciennes lignes de fracture, la question palestinienne, l'impunité d'Israël, le deux poids deux mesures des grandes puissances. Mais il y a aussi une peur, que tout le Moyen-Orient se retrouve aspiré dans une guerre sans frontières claires, sans fin prévisible, sans logique classique. Une guerre de réseau, de proxy, de représailles en chaîne. Et dans ce brouillard stratégique, une question hante les analystes militaires. Jusqu'où Israël est-il prêt à aller? Peut-il se permettre une guerre sur plusieurs fronts, sans soutien international fort, et face à des ennemis multiples, mobiles, ancrés dans la population? Le 12e jour approche, les frappes continuent, mais l'essentiel, peut-être, ne se passe plus sur les champs de bataille. Il se joue dans l'équilibre fragile entre l'action militaire et la retenue politique. 12 jours, des centaines de frappes, des dizaines de morts, deux puissances face à face, et une région au bord de l'embrasement. Mais à la fin, ni Israël ni l'Iran ne crient victoire. Israël a frappé des installations sensibles, mais son territoire a été touché comme rarement auparavant. Sa dissuasion en ressort fragilisée. L'Iran, de son côté, a encaissé des dégâts réels, notamment économiques. Mais il a riposté, mobilisé ses alliés régionaux, et montré qu'il pouvait menacer Tel Aviv depuis plusieurs fronts. Alors, qui a vraiment gagné? L'Iran, en imposant une nouvelle forme d'équilibre stratégique, ou Israël, en rappelant qu'il pouvait encore frapper au cœur de l'ennemi. Et pourquoi les États-Unis, alliés historiques d'Israël, n'ont-ils pas poursuivi l'escalade? Pourquoi ce silence, ce retrait, laissant Tel Aviv relativement isolé? Un tournant discret dans la politique américaine au Moyen-Orient? La guerre des 12 jours n'a pas changé la carte du monde. Mais elle a changé les rapports de force. Et l'Iran est-il, en fin de compte, le vrai gagnant de cette guerre? Que pensez-vous? Vos commentaires sont attendus. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.